projecteurs sont braqués sur la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, célèbre pour sa cravate rouge établie à s'expliquer avec ses deux co-accusés, l'ancien ministre délégué aux finances Patrice Kiteli-Kibolvoul et les responsables de la société Africom, Christo Globert, sur l'échec de la gestion financière du parc agro-industriel des Bukangalonzo. L'on parle de plus de 200 millions de dollars américains partis en fumée. La bataille judiciaire est engagée. Les avocats de la défense soulèvent des exceptions, notamment pour la réussite de cette activité et à témoigner la détermination de la MONUSCO à accompagner la police nationale congolaise dans la lutte contre le violence sexuelle en RDC. Quant au représentant 2021, c'est également la poursuite du procès de l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya, le mot de la clôture de cette activité à la haute cour militaire siégeant à la prison militaire d'Endolo. Que des révélations troublantes. Une descente a été organisée dans la parcelle du général Djadjidja dans la commune de Mongafula, où a été enterré le corps de Fidel Bazana. Willy Bakongo en fuite, l'homme est intercepté à Brazzaville. Une saga judiciaire doit laisser terminer. Dans la même veine, l'ancien ministre de la Santé, Thémi Lobondo, lui aussi, s'est retrouvé au pavillon 8 de la prison centrale de Makala après une audition de 5 heures au parquet général de la Cour de cassation. Il lui était reproché un prétendu détournement de fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. Il a obtenu sa libération provisoire devant la chambre conseil du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Autre fait judiciaire important de 2021, c'est la libération provisoire accordée à Vital Kamerhe par la Cour de cassation. Fait insolite, anodin, chacun y est allé de son petit commentaire. Une vidéo devenue virale a glacé le sang de plus d'un. Nous sommes au mois d'août. 2 officiers FARDC échangent violemment de coups de poing. Le public hésite entre stupeur et éclat de rire. Mais la justice, elle, n'a pas hésité d'y apporter une sanction exemplaire. Les boxeurs de circonstance ont écopé la prison à vie. Excessif pour la défense, civil que militaire. Voilà, Cédric et Nina, merci pour ce document. Alors, je termine par la bagarre entre officiers supérieurs. Les réseaux sociaux ont presque condamné sans qu'on leur ait donné la parole. C'est l'impression qu'on avait au moment des faits. Alors, comme je l'ai dit dans le document, un fait apparemment insolite, mais qui a heurté certaines sensibilités. Le fait de voir 2 officiers militaires de nos forces armées en venir aux mains, jusqu'à ce point, c'est ahurissant. Et la justice a fait son travail. Ça serait juste après les verdicts, parce qu'on parle de l'emprisonnement à vie. Pour les avocats de la défense, c'était excessif par rapport à l'acte posé par les incriminés. Et pour l'opinion, ça valait la peine. Nous sommes dans un espace géographique qui est sous état de siège. Et le fait de voir 2 officiers se livrer à la bagarre aussi d'une manière aussi grotesque comme ça devant le public, ça tique quelque part. Moi je pense que c'est une leçon pour ce qui concerne les comportements bien sûr de nos officiers. Voilà, mais en 2021 aussi, avant de donner la parole aux autres, on a vu quand même des procès pour des membres du gouvernement qui, pour des accusations, des détournements, se retrouvent en prison. Un Premier ministre honoraire devant ses juges, mais c'était aussi sous goût d'inachevé, parce que finalement on se disait que c'était vide vers la fin. Je ne sais pas si c'est l'opinion, mais bon, il y a des leçons à tirer. Pas tout à fait vide, Françoise Bouela. Là, je prends la dernière partie de votre question. Vous faites allusion au procès emblématique de l'ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur Matata Ponyo. Un procès qui a démarré sur les chapeaux de roue à la Cour constitutionnelle. L'attention du public a été focalisée pour voir qu'est-ce que cela
pourra donner dans la finalité, et d'autres voyaient déjà un procès à charge. C'est là où je me dis, nous avons une justice qui renaît peu à peu, parce que la Cour constitutionnelle n'a fait que dire les doigts, après les exceptions soulevées par la partie Matata, afin de voir l'action du ministère public rejetée, soit pour incompétence de la Cour constitutionnelle, soit pour d'autres vices de procédure évoqués même dans les exceptions. Le Conseil des avocats de l'ancien Premier ministre a tenu beaucoup plus sur l'article de la Constitution qui parle de la procédure en matière d'interpellation des anciens Premiers ministres. Selon les textes, un Premier ministre en fonction est redevable devant la Cour constitutionnelle. Les cas de figure, Matata Ponyo n'était plus en fonction. C'est un sénateur, sans ses immunités, c'est un citoyen en part entière et injusticiable qu'on devrait traîner devant. Mais pour répondre des actes pendant qu'il était en fonction, j'aimerais partager la parole aux, je sais pas, Félix Zaloumeti Dando. Donc la faute, un tout petit peu, revient avec les reculs du temps à notre législation dans nos textes en la matière. Oui, sur ça. Oui, moi je me redire plutôt que la justice avec l'état de droit actuel est en train de faire du chemin, voire jusqu'à donner un peu de regard de confiance à la population qui trouve que la justice est maintenant pour tout le monde. Pas l'état des droits. Voilà, l'état des droits. Moi je pense que c'est ça un peu la justice. En fait, moi je voudrais rebondir sur un autre fait. C'est vrai qu'on retient un premier aspect sur le fait que finalement nous n'avons plus des intouchables dans notre pays. C'est que vous posez un acte aujourd'hui, si cet acte est ignoble, vous vous dites attendez-vous à ce que dans 2, 3, 4 ans, même 10 ans après, que vous puissiez répondre de vos actes. Le deuxième aspect, c'est sortir un peu de tout ce que Cédric Ninambo venait de dire. Alors je me dis tout simplement qu'il faudrait plutôt rémunérer les fonctionnaires de la justice comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quelque part, on a vu, il y a, je crois, Willy Bakonga qui s'est évadé dans la nature et que sais-je encore. Mais il a fait de la prison. Il a fait la prison, mais de quelle manière a-t-il quitté cette prison-là? Bon. Oui, mais il a bénéficié de la grâce. Il y a beaucoup à redire à ces sujets. Voilà pourquoi je dis, il y a une correspondance de la ministre de la Justice demandant à M. Willy Bakonga de regagner sa cellule. Ça paraît un peu insolite. On se demande pourquoi une correspondance qui intervient après que le monsieur soit déjà hors cellule. Mais pour revenir, il y a un avocat qui a même expliqué que ça profite à l'accusé parce que c'est pas lui qui a fait. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle et a profité à l'accusé. Donc il ne peut pas revenir. Ce serait toi... tu serais loin. Franck, voilà, je vous appelle Franck, Françoise, voilà pourquoi je reviens sur le fait que le fonctionnaire du ministère de la Justice devrait être très bien rémunéré. Je me rappelle avoir suivi un de leurs sur une radio qui dira, bon, regardez, quelqu'un sort de l'anonymat, il devient député national, il devient sénateur et que sais-je encore, et au bout de 3 mois ou au bout de 12 mois, il roule carrosse. Mais le fonctionnaire spectaculaire et facile. Mais le fonctionnaire de la justice, il reste d'année en année dans la pauvreté, dans la précarité, dans la pauvreté. Pourquoi le législateur congolais, pourquoi le gouvernement, je ne sais pas qui doit encore décider de cela, ne peut-il pas revoir la rémunération du fonctionnaire? Pour les mettre un peu à l'abri de tout ça là, parce qu'ils ne sauraient pas traquer correctement, autant pour les enseignants, autant pour, on peut étendre ça dans différents couches de la population. Jean-Pierre Ndolo, si tu permets Kenina, je le vois en train de réagir. Oui, Françoise, ce que j'ai retenu au début du commentaire de Cédric, il dit l'espoir d'une justice vraie, d'une vraie justice. On a vu dans ce pays, Françoise, ceux qui n'avaient pas de moyens et qui étaient lésés ne pouvaient pas aller en justice parce qu'ils se savaient d'office condamnés. Et aujourd'hui, cet espoir-là renaît petit à petit. On a dit, aujourd'hui, c'est le petit peuple, les nantis se retrouvent et puis... à égalité devant la justice. Voilà, devant la justice. Une autre chose, c'est ce que les amis ont relevé tout à l'heure là.
les ministres qui se retrouvent en prison. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Des mandataires qui se retrouvent en prison. On n'a jamais vu ça. Et puis qui ressortent juste après. Oui, mais ils se retrouvent d'abord en prison, ils sont arrêtés, mais après, bon, là, c'est encore une autre paire de manches, mais l'essentiel... Mais le fait de le faire, c'est une avancée. Oui, c'est une très grande avancée et qu'il faut capitaliser. Voilà, et dans l'ensemble, l'objectif, c'est la moralisation d'abord de la vie publique. Et on ne doit pas se limiter seulement à la vie publique, il faut également tenir compte de la vie associative, parce que les petits citoyens lambda qui habitent la périphérie de la capitale n'ont pas les mêmes moyens que les nantis qui seraient politiciens en cravate. Ceci dit, nous devons faire en sorte, comme le chef de l'État l'a dit dans son discours devant le Congrès, une justice forte, une justice qui est réellement justice, et juste, équitable. Je crois bien que cela doit être perçu de la même manière que l'on soit citoyen lambda, que l'on soit politique. On a comme l'impression que quand il s'agit d'un politicien, le tout s'arrête au niveau de la clameur publique, comme l'a dit François. Des procès pour les médias. C'est-à-dire, vous avez un procès pour la consommation extérieure, 1, 2 ans, 3 ans, la personne est hors cellule, et puis on n'en parle presque plus. Donc, la pédagogie ne devrait pas se limiter à la théorie, c'est-à-dire la personne doit d'abord purger sa peine pour une resocialisation, si possible, après avoir épuisé sa peine, au-delà de la moitié peut-être, mais pas en deçà de la moitié, les lendemains on le voit en dehors de la prison. Voilà, c'est ce qui un tout petit peu, et d'ailleurs fait l'actualité ces derniers temps, mais comme on dit, la justice qui élève une nation, c'est un combat longtemps mené par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, mais je crois que seul, il n'a pas les épaules nécessaires pour conduire 80, combien de Congolais aujourd'hui, je n'ai pas les statistiques dernières, mais pour dire que cette volonté doit être soutenue par ceux qui veulent bien travailler, parce que ça profiterait à tout le monde et ça va aider à redorer l'image de notre pays, parce que chacun se dirait que j'appartiens à une nation. François, ce n'est pas tellement compliqué. Je reviens. Très bien rémunéré. Les uns et les autres. La rémunération, voilà. Et vous verrez que, franchement, cette justice élèvera effectivement la nation. Mais si les fonctionnaires du ministère de la Justice doivent rester dans la précarité et leur demander au même moment de très bien travailler, franchement... Vous n'avez pas, attendez, vous n'avez pas, il y a aussi une opinion qui monte, qui estime que la justice, par moment, est utilisée pour... les autres, pour régler des comptes aux autres. Oui, une justice aux ordres, si on peut le dire ainsi. À la tête du client. Mais, contrairement à ce que pense Willy, bien rémunéré, oui. Mais moi je pense qu'il y a un côté éthique quand on est magistrat. Quand on est juge, ce n'est pas tellement les matériels ou les conforts qui comptent. Bien qu'on en a besoin, mais il y a la morale, l'éthique. Je comprends. La bonne moralité, c'est et ça doit être enseigné un peu plus tôt que dans les recrutements également, nomination. Vous allez respirer. Nous allons prendre un autre aspect qui tient aussi un peu de justice. Mais on dit le juste prix. C'est un terme en vogue en 2020. Et on a attendu ça, les Congolais, le juste prix, les Congolais ont attendu ça dans leurs assiettes. Vous allez voir le combat mené par le gouvernement dans le domaine de l'économie, les finances publiques, l'IGF qui aussi a aidé justement à découvrir des détournements qui passaient sous silence, il faudrait le dire, bien qu'il y a des choses à redire. Mais voilà d'abord ce document et puis nous revenons tout de suite après. En 2021, la crise économique née de la crise sanitaire a plombé les efforts du pouvoir public. Le ralentissement de l'activité économique a eu des répercussions sur le ménage. Dans la lutte sans merci pour le juste prix, le gouvernement Samalou Condé a obtenu les premiers résultats dans le secteur du transport aérien. Les prix pour les vols domestiques ont chuté de $340 à $198 pour Kinshasa-Lubumbashi, de même pour Kinshasa-Goma, de $250 à $125 pour Kinshasa-Mbujimai et $90 au lieu de $195 pour Kinshasa-Mbandaka. Par contre,
Là où le gouvernement semble s'essouffler, c'est au combat pour la baisse des prix des surgelés. Après plusieurs mois de négociations, les violons ne s'accordent pas entre gouvernement et les importateurs, notamment autour des valeurs CIF sur base desquelles les prix ont été calculés. De tous les produits surgelés annoncés et très attendus pour les périodes festives, seuls les chinchards namibiens au juste prix sont arrivés à la dernière semaine de l'année. Pendant ce temps, une nouvelle offensive est lancée sur la rationalisation des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC. L'accès aux soins de santé de qualité étant devenu un luxe, les prix des produits pharmaceutiques n'échappent pas au poids des taxes selon les renseignements obtenus des enquêtes. En 2021, la Banque mondiale finance les jeunes entrepreneurs avec 100 millions de dollars américains à travers le projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises, PADEMPME. 960 jeunes gagnants du concours des plans d'affaires COPA à travers quelques provinces ont reçu des subventions dont le coût varie entre 17 et 22 millions de dollars américains. Des mesures incitatives du ministère de tutelle pour susciter l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Contrôle et gestion des fonds décaissés par le Trésor public pour l'entretien des routes à travers le pays. Une commission a été instituée en juillet 2021 pour juguler l'opacité dans la gestion. Mesures motivées par l'écart manifeste qui se dégage entre les décaissements faramineux et les réalisations insignifiantes. Côté salubrité, pour donner un coup de balai à Kinshasa, un accord de financement a été signé par le ministre des Finances. Objectif, désengorger plusieurs espaces remplis de débris à la base des odeurs pestilentielles que dégage la capitale. Financement mis à la disposition de l'équipe d'assainissement de l'ordre de 2 700 000 dollars américains, fonds décaissés en juin pour lancer les travaux. Et pour la suite, 2 millions seront régulièrement décaissés le mois pour la lutte contre l'insalubrité sur présentation d'un cahier de charges par la ville. Des belles performances réalisées en 2021 par les régies financières. 1,021 milliard francs congolais mobilisés déjà en mai, soit 119% par rapport aux prévisions budgétaires, ce qui représente le double des réalisations de l'année précédente. D'autres performances ont été accomplies les 5 premiers mois de l'ordre de près de 5 milliards de francs congolais, frôlant ainsi la moitié des recettes prévues dans la loi de finances 2021. La patrouille financière menée par l'IGF aura été une police efficace pour veiller sur les finances publiques. Les missions d'audit ont été déployées notamment au FONER, au FPI, à la SNEL, la Régie des eaux, la RVA, l'OCC et tant d'autres. Les présumés auteurs des détournements des deniers publics ont été déférés devant la justice. 2021 aura aussi été marqué par cette nomination, une première dans l'histoire de notre pays. Le chef de l'État a nommé comme gouverneur une femme à la Banque centrale, Malangu Kazadimboy. Un bon départ avec l'augmentation de réserves d'échange estimées à 3,3 milliards de dollars américains, 4,9% de taux de croissance, taux d'inflation 4,4 contre un objectif de 7%. 2021, c'est aussi le grand retour de la RDC dans le giron du Fonds monétaire international avec la conclusion en juillet d'un nouveau programme triennal assorti d'un appui financier de 1,5 milliard de dollars américains, allocation de droits des tirages spéciaux étalés sur les 3 ans et 1,5 milliard autres pour aider l'économie de la RDC à faire face à la pandémie de coronavirus. En 2021, le gouvernement présente un projet de loi de finances 2022 qui frôle les 10 milliards de dollars américains. Ce qui n'a jamais été fait avant. Après son examen par les élus du peuple, il est passé de 10 à 10,7 milliards de dollars américains. Dernier fait marquant, la capitale congolaise a retenu l'attention du monde avec les travaux du DRC Africa Business Forum pour le développement d'une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et des énergies renouvelables. Voilà, retour sur ce plateau, encore une fois, bienvenue. Alors, nous venons de suivre ce document qui revient sur les faits marquants de l'année dans le domaine des chiffres.
et tout l'appui des institutions internationales aux côtés des efforts de la RDC. Un commentaire? Oui, François, si je peux prendre la main, c'est dire tout simplement que à travers ces documents ou dossiers, je retiens deux aspects parmi tant d'autres. Il y a l'apport de l'IGF. L'IGF qui a existé, paraît-il, depuis de lustres, mais malheureusement, dont on n'avait jamais entendu parler, une action palpable sur le terrain. Aujourd'hui, on sent quelque chose. Mais c'est comme qui dirait un goût d'inachevé dans le travail de l'IGF. On aurait souhaité ardemment que ceux qui sont arrêtés la main dans le sac puissent réellement être mis, plutôt que la justice puisse s'en occuper. Un autre fait, c'est l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. La ville capitale. Il y a du financement, oui. Et les salles, malgré les sommes, les grosses sommes dont on entend parler. Je peux m'arrêter. Félix. Oui, moi je revenais sur un point essentiel sur les importations. Moi je pense que les importations de l'économie ne peuvent pas attendre les grandes fêtes pour en imposer. Il faut que ce soit un roulement, il faut un programme, il faut planifier qu'est-ce qu'il faut importer, qu'est-ce qu'il ne faut pas importer. Qu'est d'attendre des grandes fêtes pour faire de tabac, pour beaucoup parler là-dessus. Et finalement, c'est vraiment, on n'aboutit pas au résultat escompté finalement. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que le gouvernement n'avait pas de choix? Parce qu'on se souvient des rounds des négociations entre importateurs, pas de franchise, et finalement le gouvernement décide. Il y a certains qui disent que le gouvernement devient commerçant, mais est-ce qu'on n'a pas aidé le gouvernement aussi quelque part, les importateurs? Oui, ça vous avez raison, parce qu'à un certain moment on a assisté à un bras de fer entre le patronat et le gouvernement de la République. Ta parole contre la mienne. D'un côté, vous avez les opérateurs économiques qui disent que le gouvernement ne leur a pas consulté avant qu'on puisse procéder à la baisse des prix. Ça a été de la même manière avec le coût du billet de l'avion. Oui. On a assisté à ces bras de fer, faute de communication peut-être entre les deux parties. Mais moi, je me dis, d'un côté, on sent que les opérateurs économiques résistent quelque part au changement. Parce que la baisse des prix, d'abord, c'est une aspiration qui nous englobe tous. Nous voulons à ce que le social soit résolu. Et cela passe par, entre autres, les prix justes, qu'on venait de le dire dans le document. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, le gouvernement de la République a également une part de responsabilité. Comment voulez-vous que les prix baissent sur les marchés sans pour autant accorder d'une manière claire les allègements fiscaux aux opérateurs économiques? Parce que les responsables des compagnies aériennes l'ont dit clairement. Il y a des prélèvements, le pourcentage, ce sont, si je ne me trompe pas, on devait réduire certaines taxes et autres à 15%, choses comme ça. Et les gouvernements ne s'étaient pas mis au pas et les opérateurs ont résisté quelque part pour tout ça. Et ils ont dû récupérer cet argent d'une autre manière en introduisant, en y ajoutant les coûts sur les kilos des passagers et autres. Oui. Donc tout ça, il y a un problème. Un dialogue permanent doit être instauré entre les patronats, mais aussi les gouvernements. Donc il faut construire un partenariat. Un partenariat. Comme Cédric venait de le dire. Mais d'un côté, tout comme de l'autre, par exemple ceux qui sont dans l'importation, ils disent que le gouvernement a imposé certaines choses. Et quand vous tendez le micro au gouvernement, nous on n'a fait que respecter et ils ne respectent pas, il y a des taxes. Et qui dit la vérité dans tout ça? Qui dit la vérité, c'est dans l'assiette du Congolais qu'on ressent tout ça. Mais si les deux parties arriver quand même à s'entendre et voir comment faire la promotion des produits locaux. Parce qu'avec la pandémie, par exemple, ça c'est pour avoir été reporter pendant longtemps, quand tous les avions étaient cloués, on était tous obligés de retourner, de revenir à nos vieilles habitudes, à consommer ce qu'on ne savait plus, parce que c'était presque, on n'avait pas de choix. Mais est-ce qu'on ne peut pas? Parce qu'on a passé une année en train de s'accuser, de ne pas trouver un terrain d'entente, essayer de construire un partenariat. Je vois de le Demazou. Oui, Françoise, je me dis que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Les opérateurs économiques, bien sûr, moi je me dis qu'ils sont en train de faire la loi dans ce pays. Est-ce que le gouvernement pense... C'est ton point de vue. Hein? Oui, ça c'est un point de vue personnel. Oui.
parce que c'est le panier de la ménagère qui en souffre. Aujourd'hui, quand il décide par exemple de ne pas importer pour monter les enchères, oui. Mais c'est la population. La population ne sait à quel sein se vouer. Il faudrait que le gouvernement fasse un effort réellement pour maîtriser tous ces opérateurs économiques. Pour éviter le chantage. C'est ça. Je crois que c'est l'apport que je pourrais... On a aussi une économie extravertie, tournée beaucoup plus sur les importations, l'extérieur, et ce qui fait que le gouvernement n'a pas une très grande marge de manœuvre à ce qui concerne la situation économique actuelle. Mais ce ne sont pas des mauvaises politiques, justement. Pourquoi ne pas revenir comme le font les autres? C'est pourquoi notre monnaie a toute cette fragilité, parce que la production, elle est faible. Et les opérateurs, par exemple, dans le monde de l'aviation, ils disent, mais nous, on fait des plans des années, de 5 ans. On ne peut pas comme ça, au cours de l'année, tout faire chambouler, ça a aussi perturbé et tout ça. Donc je crois que cette année nouvelle, ils peuvent bien revenir autour de la table de négociation pour que chaque partie se retrouve. Parce que le gouvernement n'est pas un commerçant. Le gouvernement a besoin du secteur privé qui arrive à jouer son rôle pour que finalement la population se retrouve. Françoise, là vous parlez des efforts à consentir, mais dans le document, il y a également des efforts consentis. Exactement. Notamment la mobilisation des recettes. La courbe, elle est ascendante. Vous venez de le dire dans le document. Ça ne suffit pas, il faut aller au-delà. Nous avons un budget qui est chiffré à plus ou moins 10 milliards de dollars américains. Les recettes internes, on parle de plus de 4, 5, 6 milliards de dollars, sans compter les appuis additionnels des partenaires. Je me dis, c'est un défi énorme. C'est en deçà de la capacité contributive de nos régies financières. Parce que nos régies financières sont capables de faire plus en termes de mobilisation des recettes. Avec une informatisation. Informatisation, bien sûr, mais aussi mettre fin à la fraude fiscale. Parce que c'est énorme, les exonérations avec l'IGF à l'époque. On avait toute une liste qu'on avait supprimée et autres, mais on a comme l'impression que ça revient, les gens se cachent toujours derrière l'État congolais pour importer plus et ne pas reverser pour le compte du trésor public. C'est entre autres ça. Ça, ce sont des faits vérifiables, donc il faudrait essayer un peu plus de creuser pour finalement trouver l'intérêt de vivre dans un pays comme celui-ci. On va prendre des avions, on va aller parler du Congo à travers le monde. En interne, on a vu le dernier reportage dans l'économie, c'est aussi ce forum qui a parlé des batteries électriques avec tout ce dont regorge la RDC qui doit participer aujourd'hui à la décision sur la transition écologique. C'est quand même un gain important. Le chef de l'État lui-même a pris plusieurs fois langue dans plusieurs conférences pour faire revenir la République démocratique du Congo dans les enceintes internationales. C'est la diplomatie que nous vous proposons de suivre. La République démocratique du Congo a appelé à s'ouvrir davantage au monde, cela compte tenu de sa position stratégique au centre de l'Afrique. Pour ce faire, il lui faut une diplomatie forte. Cela implique le renforcement de sa coopération avec les institutions régionales, continentales et internationales, ainsi que les autres nations éprises de paix et de justice. Ce renforcement suppose aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel diplomatique. Le chef de l'État a déjà tâté le terrain à travers ses multiples voyages et contacts à l'étranger. Son élévation à la tête de l'Union africaine a regaillardi la diplomatie congolaise qui doit capitaliser les balais diplomatiques qui s'observent à Kinshasa au sommet de l'État. Conseil de sécurité, Union africaine, SADC, Ouganda, Burundi, la République démocratique du Congo a fait son retour dans le concert des nations. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la diplomatie l'une de ses priorités. La communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont la RDC est devenue un des pays membres depuis février 2020 à l'Union africaine, dont le président de la République
est président en exercice depuis 2021, en passant par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs CIRGL, voire l'Organisation des Nations Unies. La diplomatie congolaise a marqué une offensive sur beaucoup de fronts. Ce volontarisme a parfois donné naissance à quelques échecs. C'est le cas de la tentative de l'obtention du siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies réservé à l'Afrique centrale en 2022. La candidature de la République démocratique du Congo déposée en 2019 a été finalement retirée au profit du Gabon que l'Union africaine avait soutenu depuis le mois de février. La diplomatie de la République démocratique du Congo a radicalement changé de visage dans la sous-région de l'Afrique centrale. Kinshasa entretient désormais des relations apaisées avec Kigali et Kampala, alors que le Rwandais Elupala et le ministre des Infrastructures Alexis Guizaro se sont rendus à Kampala. Ils ont signé avec le président Yoweri Museveni un accord intergouvernemental portant sur la construction de 3 axes routiers pour faciliter les échanges entre les deux pays. En revanche, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé 3 accords commerciaux sur l'harmonisation fiscale et l'exploitation de l'or. Des accords commerciaux ont été aussi conclus avec le Burundi à l'occasion de la visite du président Évariste Ndayishimiye à Kinshasa. Outre ces accords commerciaux, les présidents burundais et congolais ont également signé un accord sur le développement, le maintien et le renforcement de la paix, de la défense et de la sécurité. Déplacement et rencontre officielle aux États-Unis, première puissance mondiale, au Japon, deuxième puissance économique et dans une bonne partie de l'Afrique, le président de la République a effectué plusieurs missions qui ont permis à la RDC de reprendre aujourd'hui sa place dans le concert des nations. Dans son message de vœux de nouvel an 2022, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la renaissance sur le plan diplomatique d'une République démocratique du Congo ouverte au monde extérieur et qui a porté haut l'étendard de l'Afrique dans tous les forats internationaux. En effet, il a signifié, outre la reprise des partenariats avec les institutions internationales telles que le Fonds monétaire international, l'an 2021 a aussi été marqué par le rôle prépondérant joué par la RDC dans la résolution des conflits sur le continent africain, mais également à se porter volontaire comme pays solution à la problématique du réchauffement climatique lors de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Il a aussi remémoré la signature des accords avec la multinationale Dubai Port World pour la construction du port en eau profonde de Banana qui sortira la République démocratique du Congo de la quasi-situation d'enclavement maritime. Merci Jean-Pierre Ndolo Demazo pour ce document. Alors, on commence avec vous-même. Alors, c'est clair que la République démocratique du Congo décide de changer de jeu. On ne va plus se mener la guerre dans la région. On veut parler, on veut construire. C'était en 2021. Oui, il faut dire, Françoise, que dès l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dernier avait promis le retour de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, affichant clairement sa volonté de redynamiser la présence de la RDC dans les organismes internationaux. On l'a vu juste après prendre son nom de pèlerin et sillonner le monde en partant de l'Afrique. Et cette diplomatie adoptée par le président de la République a fait qu'aujourd'hui, la RDC, petit à petit, revient dans les concerts des nations. Je me rappelle encore à l'époque du maréchal Mobutu, la République démocratique du Congo était pratiquement la plaque tournante de l'Afrique. Tous ces pays africains venaient se ressourcer en République démocratique du Congo. Je crois que le président de la République a compris et il veut réellement hisser le pays au firmament des institutions internationales par cette diplomatie agissante qu'il est en train de pratiquer aujourd'hui.
Oui, Willy. En fait, moi je vais plutôt prendre la dernière partie, c'est économique, je peux le dire comme ça, le désenclavement maritime, pour que finalement l'on sorte un peu de cette fermeture, de ces désenclavements, si vous me le permettez. Pourquoi? Parce que finalement on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le nôtre, nous soyons à la merci des voisins soient-ils ou des autres pays, pour que l'on arrive facilement à mettre un peu du sérieux dans tout ce que nous produisons et dans tout ce que nous pouvons nous proposer à l'extérieur. Voilà un peu ce qui m'est... Cette ouverture à la mer donne la possibilité à la RDC justement de profiter de sa position de... Voilà. Puisqu'on en parle, la construction du port en eau profonde des Bananas était du reste un préalable pour le grand projet pont-route-rail entre les deux Congos. Rejeté plusieurs fois. Plusieurs fois, moi je pense que les temps des accords et contrats déséquilibrés semblent être révolus à l'ère actuelle. Parce que est-ce que c'est sincère? Les choses semblent évoluer sincèrement ou c'est le Sur cet aspect des choses, je me dis oui, parce que le Congo-Brazzaville, avec la Banque africaine de développement, avait mis la pression sur la RDC pour qu'on commence d'abord par la construction du pont route-rail, ce qui serait avantageux pour nos voisins, parce qu'ils ont une ouverture vers la mer à travers le port de Pointe-Noire, c'est-à-dire tout ce qui est produit, marchandises, tout ça, passerait par Pointe-Noire et sera par la suite déversé à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Nous serions à ce moment-là un marché de consommation tout simplement. Donc le président de la République, à travers les contrats signés avec DP World, a compris les enjeux. Il faut commencer par construire chez nous un port en eau profonde, avoir une ouverture à la mer et que le commerce soit équilibré entre les deux pays. C'est à ce moment-là qu'on pensera à ces projets intégrateurs qui est les ponts route-rail. Oui, Félix. Moi je pense que ce balai diplomatique du chef de l'État a produit quelque chose ici au pays. Nous avons vu que le pays revient maintenant au programme avec FMI, qui était un programme qui était coupé pendant longtemps. Et maintenant que nous revenons sur le programme, on a maintenant la possibilité de se développer économiquement, d'avoir le moyen de faire notre politique ici au Congo, dans le secteur économique par exemple. On appuie notamment dans la balance des paiements. Là aussi, il y a trop de contraintes avec le Fonds monétaire international. Ça c'est vrai, mais il faut voir les termes de l'accord, de ces renouvellements de l'accord entre les deux parties. Pour la reprise de la coopération, vous voulez dire? Il y a trop de conditionnalités, de fois inutiles. On nous parle du climat politique, notamment les indicateurs en ce qui concerne la démocratie, des choses comme ça. Par contre, avec la coopération sud-sud, avec la Chine, il n'y a pas trop de conditionnalités. Parler de développement avec le Fonds monétaire international, je ne pense pas trop. Je me dis c'est un accompagnement dans la gestion des finances publiques peut-être et l'appui budgétaire. Est-ce que la RDC en a besoin? Ces accompagnements très rigides, par exemple? L'accompagnement rigide, dans une certaine mesure, oui. Pourquoi? Parce que nous avons, disons les choses telles qu'elles sont, prenons les 2 dernières décennies, il y a eu une grande différence. C'est le jour et la nuit entre le dire et le faire. Ce que l'on prétend aujourd'hui, bon voilà, nous allons construire, je ne sais pas, des autoroutes, nous allons faire ceci, voilà. 2-3 ans après, vous constatez qu'en réalité, il n'y a rien. Alors, rien. Si vous revenez à cet accompagnement, rigide soit-il, mais il faudrait taper un peu sur les doigts. Il faut faire comprendre aux Congolais, décideurs ou pas, pour que demain, si nous voudrions réellement nous présenter comment je peux dire, en pays à même de pouvoir se défendre comme il se doit, il faudrait que nous-mêmes soyons déjà disciplinés dans ce que nous faisons. Exactement. Et être discipliné signifie qu'on mette un peu de rigueur dans notre façon de faire. Qu'allons-nous présenter à nos voisins, qu'allons-nous présenter à nos différents partenaires si chez nous, nous ne produisons rien et alors rien, mais trop de discours à longueur de journée. Voilà, ça c'est quelque chose de très important que vous venez de relever. Attendez, Demazou, vous avez évoqué aussi la situation de nos diplomates. En tout cas, ça c'est
l'image du pays. À certains endroits, on parle d'une clochardisation. C'est là aussi que le gouvernement devrait en principe mettre beaucoup plus d'efforts parce que c'est eux qui donnent la vraie image du pays, partout où ils sont. On n'a pas de bâtiment, ils sont délogés, ils n'ont pas de salaire. Françoise, je me rappelle pour avoir effectué un déplacement en dehors du pays, j'ai vu notre ambassadeur à Moscou, vous posez la question, il dit, mais est-ce vrai? Est-ce vrai que ce soit l'ambassade de la République démocratique du Congo? Non, je crois qu'il y a une certaine culture, une certaine éthique que le politique congolais, que l'homme congolais de la RDC doit pouvoir défendre. D'où nous disons, il faut effectivement de la rigueur. Il faut effectivement... Comment se fait-il qu'un diplomate meurt à l'extérieur, un diplomate congolais meurt à l'extérieur et qu'on rapatrie le corps un an après? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on a un cœur? Non. Je me dis personnellement qu'il faudrait revenir... S'il a été momifié, pourquoi une année pour être conservé... Vous imaginez? Vous imaginez? Non. Je crois qu'il y a la culture de l'amour du prochain qu'il faudrait inculquer à ceux-là qui dirigent le pays. C'est question de responsabilité parce que l'amour, là, c'est discutable. Hein. Bon, l'amour, vous avez une mission à accomplir, vous devez le faire avec rigueur comme vous l'avez dit. C'est ça. Oui, voilà. Bon. Dans la diplomatie, cet aspect, il est important aussi. On n'oublie pas que la RDC a eu un mandat à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État a été de tous les combats pour porter l'Afrique, COP26 et un peu partout. Je crois qu'il y a eu le G20. C'est les discussions parce que c'est... Oui, on a vu le président de la République pratiquement sur tous les fronts. En Afrique, en Asie, aux États-Unis, on a senti réellement, et surtout quand il a pris les rênes de l'Union africaine, franchement, on a vraiment senti qu'il a fait un effort pour élever le niveau de l'Afrique, pour le hisser l'Afrique au niveau... Il n'a pas la prétention de tout faire. Non, mais ce qui a déjà été fait est quand même encourageant. Et je crois que c'est sur cette lignée-là que le chef de l'État devra terminer son mandat. Oui, parce qu'on ne va pas se le cacher. Beaucoup ont mis sur son dos les coups d'État à gauche, à droite dans des pays africains, mais il y a des responsabilités des nations, parce qu'il ne va pas imposer. Et il est là, il fait la politique de l'organe. C'est trop dire que c'est la RDC qui va imposer les dirigeants. Oui, mais c'est les bilans, c'est les côtés actifs et les passifs. On parle de 4 coups d'État. Vous avez l'Éthiopie qui se déchire. Le siège de l'Union africaine d'ailleurs. Le siège même de l'Union africaine. Vous avez les Tchad, vous avez pas plus tard qu'en début de cette année, oui, en Somalie aussi. Au Mali, la junte vient de prolonger la transition à 5 ans. Le temps de tout un mandat. Des dossiers très difficiles à gérer pour Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il a quand même réussi avec les contentieux du barrage de la Renaissance. Entre les 3 pays. On a vu les 2 parties se retrouver à Kinshasa pour un début de négociation, un début sérieux de négociation. On a vu le président de la République porter haut la culture africaine. Vous avez la rumba inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quand bien même que c'est une identité plus ou moins singulière des 2 Congos, mais on s'est dit c'est l'Afrique qui gagne. Et au-delà de tout ça, vous avez la voix de la RDC portée pendant la COP 26. La RDC comme étant pays solution avec tout ce qu'on a comme potentiel. Encore faudrait-il que ça se matérialise, qu'on ne se limite pas dans les slogans. Le gros du travail à faire, l'administration qui par moment chez nous est politisée, devrait prendre le relais pour que finalement on comprenne, on donne un contenu à ce concept de RDC pays solution. Puisqu'on parle de la RDC, je vais vous emmener sur le terrain de foot, handball, un peu partout, on va un tout petit peu transpirer. Et pour revenir, Willy Kandé, on revient sur les grands faits de 2021.
République démocratique du Congo est marquée par la qualification des Léopards pour les barrages donnant accès au Mondial Qatar 2022. Les Léopards football dames, toutes catégories confondues, sont totalement négligées par les autorités compétentes. À la Lina Foot, sacré champion 2020-2021 au détriment de l'ASV Club, à la suite du dossier Zao Matutala, l'opposant au cercle sportif Don Bosco, le TP Mazembe est débouté par le TAS, le tribunal arbitral du sport. La FECOFA est sommée de remettre le trophée au dauphin noir. Ce championnat est aussi caractérisé par des modifications intempestives du calendrier édictées par l'annulation des vols, mais aussi par certaines équipes qui privilégient la compétition africaine, voire des matchs amicaux en dehors du pays. En Coupe du Congo de football, le Daring Club Motema Pembe enlève le trophée national au terme d'une compétition à la saveur aigre, à cause d'un cafouillage entretenu savamment dans sa formule et sa finale. En Coupes africaines Interclub 2020-2021, V-Club est éliminé de la Coupe de la Confédération. En 16e de finale, Mazembe et Maniema Union sont éliminés de la Ligue des Champions et versés en Coupe de la Confédération où les Corbeaux Louchois resteront seuls parce que Maniema Union et Motema Pembe connaîtront le même sort que V-Club. Espoir Foucache, messieurs, en basketball, enlève le trophée national. Il s'est qualifié pour la phase finale de la Basket Africa League, une nouvelle compétition mise sur pied par la FIBA Afrique avec le soutien de la NBA. La Caisse nationale de sécurité sociale, chez les dames, a pris les dessus sur tous ses adversaires. La République démocratique du Congo entame l'année par les mondiaux, messieurs, seniors en Égypte. Éliminés au premier tour, les Léopards se font remarquer par leurs prestations et son pivot, Gauthier Vumbi, la star de cette compétition, grâce à son physique, 137 kg pour 1,95 m et ses différentes prestations. La RDC est entraînée par un compatriote, Francis Touzolana. En Coupe d'Afrique des vainqueurs des Coupes de handball, JSK Messieurs termine la compétition au pied du podium derrière les équipes de l'Afrique du Nord. Héritage Dames fait du surplace. Au congrès de la CAB, la Confédération africaine de handball, un fils du pays, le premier vice-président de la Fédération de handball du Congo démocratique, Adonis Mbambi, est élu membre. Amenons une très bonne touche managériale dans la gestion de la Fédération de volleyball du Congo démocratique. Le comité exécutif engage un sélectionneur national venant du Cameroun, Yende Lavoisier. Celui-ci permet aux Léopards volleyball messieurs et dames d'avoir une bonne prestation à la CAN Rwanda 2021. Les messieurs terminent 8e sur 16 et les Léopards dames terminent 7e sur 9. Au mois d'octobre, Isidore Kwanja est nommé directeur du comité national de jeux de la francophonie 9e édition en remplacement de Didier Chiyoyo. Les 10 jeux sont prévus du 19 au 28 août 2022 ici à Kinshasa. Le karaté national est en train de vivre son renouveau grâce à un comité exécutif dynamique. Cela est perçu à travers l'organisation du tournoi d'amitié des Grands Lacs organisé à Goma avec la participation des pays de l'Afrique de l'Est et quelques pays de l'Afrique australe. Au championnat du monde, les léopards karaté ont payé les frais de l'apprentissage. Au championnat d'Afrique des Nations, les léopards karaté ramènent 4 médailles de bronze. Au championnat du monde à Belgrade en Serbie, les léopards boxe sont tombés au premier et au deuxième tour. Aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, mais joués en cette année 2021, la République démocratique du Congo a fait de la figuration en boxe et aux Jeux paralympiques. Au premier tour cycliste international féminin du Burundi, en équipe, la RDC termine 4e
sur 5 pays participants. Au classement général individuel, Déborah Hélène Okito termine 3e sur 21 participantes, derrière une Kenyane et une Ougandaise. Voilà, on fait le bilan, un peu découragé de voir que la RDC a la queue pour le Tour cycliste. Qu'est-ce qu'il y a, Willy? Aucune médaille en 2020, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que les médailles qui brillent plus, ou les trophées qui brillent plus, ce sont ceux venant peut-être du football, c'est le sport roi. Mais pour les autres, il faut dire tout simplement qu'il faut se préparer. Imaginez-vous un pays qui n'a aucune infrastructure viable pour les autres disciplines sportives. Déjà, au niveau du football, on n'a pas suffisamment des infrastructures sportives. Combien de provinces sur les 26, ou si vous voulez sur les 11, ont des infrastructures sportives dignes? Hormis le stade de Martyr et le stade Tata Raphaël qui est d'ailleurs en réflexion, le stade Kinshasa Maliba et celui de Mazembe à Lubumbashi, quels sont les autres stades qu'on a? Mais sérieusement, mais on ne construit pas et on finance les quelques sorties. Est-ce que cet argent, on ne peut pas affecter ça à autre chose avant de se comparer aux autres? Bon, décider à orienter cet argent vers autre chose, c'est les décideurs qui doivent finalement faire quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'il ne faudrait pas chercher à obtenir le résultat quand vous n'avez pas préparé les athlètes comme il se doit. En sport, si vous ne faites rien, je dis ceci, vous ne faites rien, vous ne mettez pas l'argent, vous n'investissez pas dans l'athlète, vous n'investissez pas dans la formation des cadres techniques, la formation des cadres administratifs est très grave. Vous n'avez pas des infrastructures sportives. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme la République démocratique du Congo, 60 ans d'indépendance après, n'ait pas en son sein un seul palais de sport? Un seul. Non, c'est pas normal. Alors, en ce moment-là, comment ou pourquoi vous devez attendre des résultats? Alors, des résultats dignes. Non, il ne faut pas se leurrer. Il faut se préparer parce que tous les autres pays se préparent. Tous les autres pays se préparent, Félix? Oui, mais à un moment, on a vu l'élan de reconstruction de stades ici à Kinshasa, par exemple, le stade municipal à Bandal, à Massina, je crois, c'est ça. Mais comment ça se gère? Non, à ce sujet, Félix Zalumetti, nous appelons affectueusement Gouv, c'est pour dire que avant de construire une infrastructure sportive, ce n'est pas parce que vous êtes Premier ministre, vous êtes ministre des Sports que vous êtes spécialiste dans ce domaine. Non, faux et archi faux. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Quand le gouvernement débloque de l'argent d'ailleurs du contribuable congolais, il ne faudrait pas venir en cravate ou en costume ou je ne sais pas moi, en jean, c'est dire, moi je descends sur le terrain, c'est moi qui donne l'argent, c'est moi qui dois construire. C'est des actions politiques. Ce sont des actions politiques, mais il faudrait se faire accompagner des spécialistes. C'est ce qui n'a pas été fait. Cédric, tu es en dans train le de même rougir. avec les stades municipaux. Oui, Cédric. Oui. Avons-nous seulement une politique sportive? Parce que rien n'est préparé au préalable. Vous venez de peindre un tableau moins reluisant, si ce n'est les léopards qui sont arrivés au barrage. Les restes, les JO, pas de médaille. Toutes les compétitions africaines, nos équipes ont été éliminées en commençant par 20 clubs, tout ça. La Ligue nationale se termine avec 2 champions. Nous avons le premier. Deux champions. Mazembe, champion par les vouloirs de la Ligue nationale et de la fédération. Après qu'il y ait des sanctions contre 20 clubs, et 20 clubs qui se pourvoient en cassation auprès du tribunal arbitral des sports, je pense bien que c'est ça. Et la décision il obtient gain de cause, on fait des 20 clubs encore un autre champion, nous en avons 2, et les 2 champions se retrouvent curieusement, parce que le premier champion a été éliminé de la Champions League, se retrouve à la CAF. Et le deuxième champion était déjà à la CAF et s'est fait éliminer à la CAF. Il n'a pas joué la Champions League. Voyez un peu cette image. C'est ambigu. C'est désordre. C'est d'ailleurs symptomatique du sport. De Mazou veut enfoncer. La tasse qui remet 20 clubs dans ses droits. Et l'équipe qui a gagné sur papier
refuse de remettre la coupe. Ça, c'est la totale. Ça, c'est la totale. Mais c'est vrai. Attendez, moi, je ne sais pas qui vous supportez, mais bon, on analyse les faits. Non. Non. Demazou, je commence par vous. Non, ce n'est pas à l'équipe de Mazembe de remettre le trophée. Le trophée lui a été remis par l'organisateur. Oui. C'est cet organisateur-là. Le test ne s'est pas adressé à Mazembe, le test s'est adressé à l'organisateur. Voilà, vous le dites si bien. C'est la procédure. Alors, maintenant, il n'y a pas deux champions, il n'y en a qu'un seul. Le document le dit bien. C'est l'ASV Club. Ah, mais Kenina semble balayer ça. C'est vrai. Il a relevé le fait que finalement, bon, la FECOFA décide, non, Mazembe. Mais le club va, se prouver en cassation pour dire, mais TAS, vous me laissez mourir comme ça alors que, et le TAS décide. Il dit non. Avec négociation et tout. Oui, après avoir étudié le dossier, FECOFA remettez le trophée à qui des droits. Mais est-ce que c'est comme ça que ça devait être fait? Oui, s'il y a un litige, c'est vrai qu'il faut aller dans les juridictions sportives pour trouver solution. Voilà. Et la solution, c'est celle-là. Cédric, on va avancer. On a l'un des rares championnats compétitifs en Afrique centrale, si pas en Afrique au sud du Sahara. Nous avons un championnat qui est bien coté en termes, pas d'organisation comme telle, mais en termes de qualité des joueurs et des athlètes, des équipes en compétition. Et ce genre de scène, c'est vraiment déplorable. Ça diminue, ça réduit les efforts des athlètes parce qu'apparemment, nous n'avons pas une politique sportive à grande échelle. La fédération n'en a pas non plus. On va parler de la francophonie. Mais on réduit les peu d'efforts fournis par pour compléter Cédric, on a vu les joueuses de football abandonnées à leur triste sort. Réclamer les rangs. Elles ont même passé la nuit à la Belle Étoile pour attendre qu'on les prenne en charge. Mais c'est excessivement... Je me suis retenue d'aborder ça pour que je ne sois pas taxée de féministe, mais c'est des faits graves. Et je me rappelle d'un conseil de ministres dans le compte rendu, le porte-parole du gouvernement a dit qu'il a été décidé que la justice se mêle de cette affaire parce qu'il y a eu certainement un détournement. On en est où, Willy, l'expert maison? Bien, il faut... Là, sincèrement, il faut que le gouvernement se réveille de sa torpeur, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une forte mobilisation pour les léopards football messieurs seniors et qu'il n'en soit pas de même. C'est vrai, il ne peut pas en être de même pour toutes les autres disciplines sportives, mais que l'on sente quand même que le gouvernement pose des gestes dignes pour sauvegarder quand même le football féminin. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Là, il y a les 17 ans qui sont sur la brèche. Nous osons croire que la leçon a été comprise. Mais que le gouvernement, sincèrement, se réveille. On va terminer. Un mot. Attendez. C'est sur la francophonie. N'oubliez pas. Il nous est attendu d'organiser cette affaire. Après tout ce qu'on a vu... des gens nommés et puis et conduits. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Congo est prêt? Apparemment, le Congo n'est pas prêt. Le Congo démocratique n'est pas prêt. Apparemment. Comment ça? Pourquoi nous disons apparemment il n'est pas prêt? C'est par rapport aux infrastructures qui devaient être construites dans l'enceinte du complexe sportif Stade Tata Raphaël. Mais aux dernières nouvelles, avant que nous ne montions sur ce plateau, nous venions d'apprendre que, et là c'est déplorable, c'est vrai, c'est une solution palliative, mais c'est vraiment déplorable que ça soit plutôt de préfabriqué qu'on va déposer au stade Tata Raphaël. Sérieux? Alors, en dehors de ces préfabriqués, là c'est pour le village. Ça sera sur l'aire des jeux ou bien non, il y a un grand espace. Moi je crois que le risque quand même important, c'est qu'on pensait il est effectivement important. Ça? Bon, mais le plan B, c'est de loger les athlètes à l'Unikin. Ouais, comment le home a été refait. Bon, ça peut bien se faire. Mais là, plus, le gouvernement doit se réveiller. Comment vous pouvez comprendre que le chef de l'État vienne poser la première pierre pour la construction? Il prend l'engagement. Au regard de toutes les nations francophones, il prend l'engagement.
il dépose la première pierre. Voilà, ici sera érigé, comment on appelle le village du 9e jour de la francophonie. 3 mois, 6 mois après, il n'y a rien. On va aller chercher des sorciers. Il faut aller chercher des sorciers parce que là, il n'y a aucune explication. Parce qu'on parle de détournement de fonds alloués à l'organisation, notamment le coordonnateur, si tel est le cas, a été évincé, tout ça. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé réellement derrière. Est-ce qu'il y a eu des personnes habilité, choisi pour conduire. Parce que c'est l'opinion qu'on jette sur le pays. Voilà. Il y a l'organisation de... Il y a comment on appelle ça, l'organisation des jeux est structurée. Le Comité international des jeux de la francophonie, le CIGF, est structuré de telle manière que quand on va dans un pays, on a ce qu'on appelle le Comité national des jeux de la francophonie. Et il s'est fait qu'avant que Didier Thuillot ne vienne, nous avions eu l'ancien ministre de la coopération, j'oublie son nom. Ok, allez-y, ça va arriver, je vais vous souffler ça. La coopération, Guillaume Manjolo. Bon, après lui, il y a eu Didier Thuillot, et depuis le mois d'octobre dernier, c'est Isidore Kwanja. Alors, nous avons reçu sur ce plateau, ici à la RTNC, monsieur Didier Thuillot. Rapidement, allez-y. Que, bon, jusque-là, il n'avait rien perçu. Sérieux. Mais... on les a vus partout. Depuis il n'a détourné que du vent. Qu'il aurait, nous utilisons le conditionnel, qu'il aurait détourné chose. Mais lui, sur ce plateau, l'émission existe, Jeudi Sport, il a laissé entendre qu'il n'avait rien perçu. Willy. Il nous reste combien de temps pour organiser ça? En tout cas, 7 mois, c'est au mois d'août. Fin août. On attend le miracle, que les responsables s'impliquent, parce que là, c'est vraiment, comme Cédric l'a dit, c'est l'opprobre, on ne mérite pas ça, parce qu'il y a dans ce pays des dignes fils qui ont marqué l'histoire, mais la nature a décidé de les récupérer en 2021. Nous avons pensé à toutes ces personnes, et ces personnes ont été honorées pour l'ensemble de leur réalisation. Voici cette sélection. L'année 2021 s'en va. Le chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, a procédé à la décoration à titre posthume des victimes du crash des hélicoptères dans l'est du pays. Personnalités politiques, officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que des membres des familles des victimes, étaient nombreux dans le jardin de la clinique quinoise pour rendre leurs derniers hommages aux victimes et prier pour leur repos éternel. Un parmi eux a été admis dans l'ordre national Héros Kabila Lumumba au grade de chevalier, à l'instar de feu le colonel Segou Gada Fidèle, tandis que quelques-uns au rang d'officier. La croix de bravoure militaire avec étoile de bronze à 5 branches a été décernée au lieutenant Kalunga Isaac. Feu le cardinal Mosengo Passigna Laurent, archevêque émérite de Kinshasa, a été admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon. La nation reconnaît à ce prince de l'Église catholique romaine les mérites remarqués de ses éminents services rendus à travers son important rôle politique depuis la conférence nationale souveraine en 1991 à sa mort en 2021. Cela, hormis aussi son rôle prophétique de premier plan en sa qualité d'homme des dieux, l'un des meilleurs fils du pays, au sens de patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale. Un prix de récompense mérité. Une médaille en or de mérite civique a été décernée à titre posthume à feu le député national Henri Thomas Lokondo Yoka au cours de ses obsèques au Palais du Peuple. Cet élu du peuple a été ainsi honoré par son engagement républicain et son dévouement à la cause de la population. L'oraison funèbre du président de l'Assemblée nationale et les témoignages de ses collègues députés et des sénateurs étaient de nature d'un regret et d'une douleur de la disparition brusque d'une personne éprise de patriotisme. Après la douleur, la joie. La chancellerie des ordres nationaux retient la décoration en février de 16 avocats de la cour d'appel de Kinshasa-Matete à la chancellerie des ordres nationaux dans la commune de la Gombe.
Un moment de joie et d'honneur pour les heureux lauréats récompensés en médaille d'argent de mérite civique pour 20 ans des loyaux services rendus à la nation congolaise dans la défense des intérêts des compatriotes. Ce geste symbolise la reconnaissance de la République. Plus de 100 récipiendaires de l'inspection générale des finances ont été récompensés en juillet par la chancellerie des ordres nationaux. La nation les a honorés pour les bons et loyaux services rendus à la matière d'audit, de contrôle des finances publiques et des biens publics. L'inspecteur général Jules Alingueté a été décoré de la médaille en or de mérite civique des mains du chancelier des ordres nationaux, représentant du chef de l'État, grand chancelier. 116 médailles en or, 18 en argent et 25 en bronze ont été remises aux récipiendaires, hommes et femmes, s'étant distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Un groupe d'agents et cadres de la société PricewaterhouseCoopers, installé à Kinshasa depuis 50 ans, s'est vu honoré, suivant l'ordre de mérite des médailles en or, en argent et en bronze, par la chancellerie des ordres nationaux, soit 9 médailles en or, 3 en argent et 7 en bronze, remises personnellement aux bénéficiaires par le chancelier des ordres nationaux, le général-major Matute Zouloua Kamasoboa André. 7 entreprises œuvrent dans le secteur de l'audit, de la comptabilité, de l'assistance juridique, de la fiscalité et de conseil. Une réunion a regroupé le secrétaire général de la chancellerie des ordres nationaux, le directeur de cabinet du chancelier et son adjoint, les conseillers juridiques et le directeur de la décoration, ainsi qu'une délégation de la direction provinciale du Grand Katanga au mois d'août autour des chanceliers des ordres nationaux. Ce dernier a eu à dénoncer les abus constatés des médailles dans le Grand Katanga, notamment l'usurpation des qualités. Il a rappelé à la délégation haute que les médailles n'ont pas droit à l'immunité, moins encore aux privilèges juridiques tels que vécus dans les Grands Katanga. Et ce, avant de fustiger l'arnaque autour de l'octroi des médailles. Quelques recommandations du chancelier des ordres nationaux à la délégation de la chancellerie du Grand Katanga se sont résumées plutôt au rayonnement de la chancellerie des ordres nationaux sur toute l'étendue du territoire national, à la transformation de la chancellerie en un service d'assiette et à la révisitation du cadre juridique. Le tout dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Et voilà, si je me permets d'allonger la liste, très récemment, Monseigneur Tarsis Chibango est parti, le général de la musique, Defao Matumona, s'en est allé, Félix Zalometti. Oui, la chancellerie des ordres nationaux ne tourne pas à plein régime ces derniers temps, ne fait que décorer des gens à titre posthume, vous l'avez suivi, Monsengo, le cardinal Monsengo, oui. Henri Thomas Lokondo et le victime de crash de l'avion des hélicoptères militaires, mais cette chancellerie se bat aujourd'hui pour sortir de cet isolement, veut élargir les champs, puisqu'on doit décorer, il y a plusieurs décorations à faire. Il y a des médailles de mérite agricole, il y a des médailles de mérite sportif, il y a des médailles... C'est là. Donc il doit tout refaire pour décorer tout le monde. Même nous-mêmes ici à la RTNC, nous ne sommes pas décorés, malgré nous avons fait 40 ans de service ici, on n'est pas décorés. Mais ce travail... Quel est le critère? Je me demande toujours. Les critères, il y en a justement, c'est le travail qu'il faut faire maintenant pour qu'on puisse décorer les gens. C'est le travail qu'il faut faire maintenant. Donc il faut recadrer maintenant le cadre juridique pour voir les choses. Il ne faut pas rester seulement sur les décorations à titre posthume. Non, c'est pas bon. Vous êtes de cet avis, Félix? Non, Félix est là. Moi, personnellement, je me dis, quand on parle en termes de médailles de mérite civique, je trouve que c'est un peu malséant, comme vient de le dire Zalometti Dando tout à l'heure, que ce soit toujours les morts qu'on décore. Pendant que la bravoure, l'honnête citoyen, ceci, cela, etc. Jean-Jacques Mouyembe, c'est d'abord qui est encore vivant. La personne qui est vivante. Les efforts consentis ne sont pas reconnus. La patrie ne reconnaît pas les meilleurs de la communauté. L'impression qu'on donne comme si notre communauté n'a pas d'honnête homme, n'a pas de personnes compétentes
qui méritent d'être reconnus de leur encensés sur vivant. la place publique de leur vivant. Donc c'est un peu ça. Il doit y avoir un effort et les mérites doivent être des mérites réellement, parce que ça s'y vend apparemment. Ah ça Oui, mais c'est ça où le chancelier se bat pour abattre des réformes qui puissent lui permettre de faire ce travail-là convenablement. Oui, C'est là où mais il ne doit pas le faire personnel, c'est pas lui comme individu. Actuellement, il est en pourparlers avec l'Assemblée nationale, puisque il y a le cadrage juridique. On doit refaire tout dans le cadre juridique pour qu'on puisse satisfaire tout le monde, tous les secteurs possibles. Parce qu'apparemment, ça se concentre à Kinshasa. Et oui. Je me dis qu'à l'époque, on décorait des gens qui méritaient, même à leur vivant. Mais aujourd'hui, ce sont les morts qu'on décore. Est-ce que c'est sérieux? Donc les vivants là, nous qui sommes vivants, nous, on ne reconnaît, vous devez faire preuve de, oui, on de ne reconnaît notre importance ou notre valeur que quand nous mourons. Mais je me dis, ce n'est pas sérieux. Il faudrait vraiment repenser... les footballeurs d'ailleurs sont les premiers. Eux, chaque fois, ils sont les décorés. Au moins, c'est il n'y a pas de problème. Mais la grande leçon à travers comment on peut dire, la décoration, c'est une leçon, ça doit être une leçon, ça doit être, l'acte doit être en soi pédagogique. Pourquoi? Parce qu'il permet aux jeunes générations, à tous ceux qui viennent après vous, de comprendre que le pays ici soutient ou reconnaît en ce fils et en ses filles ceux-là qui posent des bons actes. Exactement. Et là, si vous me permettez que je termine par là, il y a des confrères qui reviennent de Niamey, ils sont passés par Lomé, où ils disent, vous arrivez à l'aéroport de Lomé, vous constatez que déjà à l'aéroport, vous avez des portraits des gens qui vivent encore, mais qui ont rendu le meilleur d'eux-mêmes pour voilà. Il n'y a pas de mal à copier les bons exemples. Oui. Ceux qui ont accompli des actes héroïques, s'il vous plaît, méritent d'être honorés de leur vivant. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, ça sert justement à créer des modèles, parce qu'on dit notre société est en crise de modèles. Voilà des occasions, des jeunes qui font des réalisations impressionnantes, mais qui restent dans l'anonymat. Je crois qu'un travail doit être fait pour que toutes ces personnes soient reconnues. Et pour terminer ce plateau Rétro 2021, je vais vous inviter à suivre ce document réalisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, dans un style un tout petit peu particulier. Il fait la relecture de 2021 et vous fixe rendez-vous en 2022.